Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Alléluia, les mots de Leonard Cohen. Un documentaire qui n'arrive pas bien à savoir quel est son sujet. Leonard Cohen, sa chanson Alléluia, ou bien encore Jeff Buckley et sa version. Sinon on apprend des choses intéressantes sur Cohen et sa chanson, qu'il a rendu si célèbre pour toute une génération. Mais ça reste tout de même trop en surface pour être véritablement pertinent. Le film a quelques longueurs, mais je dois avouer que ça marche, car derrière, j'avais la chanson en tête pendant un bon moment. Résultat, c'est très moyen, il y a certainement de meilleurs documentaires sur l'artiste, donc à vous de voir si selon vous, ça vaut le coup, mais moi je suis pas sûr. 5 sur 10. Un couple. Seconde fiction de l'immense réalisateur Frédéric Wiseman, à l'âge de 92 ans. Il adapte ici le journal intime de Sophie Tolstoï et des lettres de son mari. Ça fait très théâtre filmé, mais dans un parc, ce qui d'ailleurs ne va pas du tout avec les sujets, ce qui personnellement ne m'a pas permis d'accrocher, alors que les textes sont plutôt forts, mais la forme dessert le fond, à mes yeux en tout cas. J'aurais préféré le voir directement au théâtre, je pense que ça m'aurait plus parlé. Bref, pas une réussite, comme quoi le documentaire reste ce qu'il sait faire de mieux. 4 sur 10. La conspiration du Caire. Tariq Saleh revient à ce qu'il sait faire le mieux, mettre en image l'Égypte, après un détour pas très utile aux États-Unis. On le retrouve dans le registre du thriller politique et religieux, et je dois reconnaître que ça marche. Le film nous montre l'écart qui existe entre la campagne et les villes, entre cette grande école et le reste de la ville, puis entre l'État et ses représentants religieux. Un film sur des jeux de pouvoir qui peuvent à tout moment faire basculer plus d'une vie. La réalisation est bien menée, le scénario passionne le spectateur du début à la fin, le final est beaucoup plus marquant qu'il n'y paraît, à voir tant qu'il est en salle. 7 sur 10. Straight Up. Pour son premier long métrage, l'acteur, réalisateur, scénariste James Sweeney a choisi une romance assez décalée à la réalisation léchée au format 1:33 avec une photo dans des tons pastels et y est parfait. Quant au rôle principal féminin, c'est la talentueuse Cathy Finlay qui l'incarne à merveille. Le film aborde diverses thématiques, la solitude, questionne le couple, la sexualité, l'idée d'âme sœur, le tout avec humour et finesse. C'est intelligent, les personnages sont attachants et on aurait bien envie de rester avec eux. Après, le film ne répond pas à toutes les questions qu'il met en évidence et nous laisse plus ou moins sur notre faim. Un film original que vous auriez tort de rater. 7 sur 10. Meurtre sans ordonnance. L'excellent scénariste danois Tobias Lindam signe la réalisation de son premier long métrage américain avec Netflix. Je dois bien avouer que l'on sent tout de suite qu'il ne l'a pas écrit. Le scénario est assez faible, on devine tout de suite la fin et on a du mal à rester alerte tout au long du film, tant c'est cousu de fil blanc. Dommage car les acteurs sont bons, l'ambiance anxiogène est bien retranscrite par la mise en scène et certaines situations, mais ça ne dure pas, puis il y a rapidement des longueurs. La musique est trop illustrative en plus, c'est très moyen mais j'espère qu'il aura l'occasion de réaliser l'un de ses scénarios aux États-Unis car ça pourrait donner un grand film. 5 sur 10. L'évadé, l'étrange affaire, Carlos Ghosn. Documentaire Netflix revenant sur l'affaire de Carlos Ghosn. Si l'on peut assez facilement supposer qu'il est effectivement un coupable de détournement de fonds et autres joyeusetés du style, il n'était certainement pas le seul. Or, afin de sauver leur honneur et celle de l'entreprise Nissan, on comprend aisément qu'ils lui ont tout mis sur le dos. Après, au vu de sa culpabilité probable et de son incroyable évasion, je ne comprends pas qu'il puisse être libre au Liban. Après, le film reste assez consensuel, ne va pas dans le détail, vu qu'on n'a jamais eu accès aux peu de preuves qu'ont les Japonais, donc ça reste pas mal en surface, dommage car le documentaire est très intéressant sinon. 6 sur 10. Braquer Mussolini. Film de braquage s'inscrivant en Italie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Globalement, l'ambiance marche bien, les personnages sont assez archétypaux mais fonctionnent. La réalisation est académique, la photo est bonne. Il y a quelques longueurs car l'histoire est cousue de fil blanc, mais on passe un bon moment. Puis il y a une reprise de Paint in Black en italien qui est bien cool quand même. Donc 6 sur 10. L'école est à nous. Alexandre Castagnetti, réalisateur habitué des films en milieu scolaire, revient avec ce film
et l'idée d'utopie, de proposer autre chose à l'école. C'est un feel-good movie, parfois un peu naïf, drôle et touchant, la réalisation et la photo sont simples, mais ce n'est pas un mal, les jeunes acteurs s'en sortent bien, même si leurs personnages sont souvent archétypaux. Quant à ceux des plus chevronnés, ils tiennent bien la route. Puis le personnage de Sarasuko est vraiment intéressant et apporte plus de profondeur à l'ensemble. Un film qui fait réfléchir sur une nouvelle manière de penser l'enseignement en France, 7 sur 10. Barbare. Pour sa seconde réalisation, Zach Greger quitte le genre de la comédie pour celui de l'horreur, dans un film à suspense bien foutu, évoquant des films comme La colline à des yeux, ou bien encore Love Hunters. C'est simple mais efficace, puis le spectateur se laisse avoir par certaines ficelles un peu trop évidentes, ce qui n'est pas plus mal. Le casting est bon, la mise en scène est correcte, tout comme la photographie. Puis ça tape bien comme il faut sur certains comportements de la société américaine, ce qui fait bien plaisir. Bref, un film plutôt bien foutu, même si assez commun. 6 sur 10. À l'ouest, rien de nouveau. Énième adaptation du roman d'Henrik Maria, où l'on revient donc sur la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale, du point de vue d'un jeune soldat. Si on ne peut nier la qualité de la reconstitution, du soin apporté à la direction artistique, le film est bien long, on a du mal à sentir les années passées auprès des soldats, puis si tout est très graphique, ce qui peut d'ailleurs en rebuter certains, et que le but est de montrer que toute cette violence ne mène à rien de bon, je dois dire que le spectateur n'y trouve pas son compte et s'ennuie beaucoup devant. On a du mal à s'attacher au personnage principal et ses amis trouvant la mort les uns après les autres, on n'a pas le temps de vraiment s'y attacher. Pas le genre de film que je recommande, mais après je ne suis pas un grand adepte des films de guerre, donc bon. 4 sur 10. Wendell et White. Henry Selick collabore cette fois-ci avec Jordan Peele et nous livre un nouveau film d'animation en stop motion sur une jeune fille hantée par son passé, qui doit faire face à ses démons. On retrouve un univers gothique et coloré, où la mort et les rapports familiaux sont toujours au centre du récit. Et si le personnage principal a une quinzaine d'années, je dirais que le film vise un public plus jeune que ça, et que les plus vieux risquent de ne pas y trouver leur compte. La direction artistique est très qualitative, tout comme l'animation ou le doublage. La mise en scène mélange par moments les styles d'animation, ce qui fonctionne assez bien je dois dire, même si je ne suis clairement pas le public visé. 5 sur 10. Le film de la semaine, c'est donc La Conspiration du Caire. Clairement, j'avais beaucoup apprécié son précédent film en Égypte, comme je vous l'ai souligné, son film américain n'était vraiment pas bon. Et clairement, on est dans quelque chose du même ordre. Encore un film, on va dire, qui prend beaucoup d'ampleur, parce que là, du coup, c'est même plus juste une enquête par rapport à une ville, ça va au-delà, parce que là, c'est carrément tout l'État islamique qui finalement va être vraiment concerné par cette histoire, parce que c'est vraiment cette école qui ensuite donne le ton pour vraiment tout ça. Donc on voit toutes les manipulations et tout ça, les jeux de pouvoir qu'il y a derrière, qui se trament finalement, et c'est vraiment bien fait. On s'attend pas à tout ça. Ça fait penser un peu à la série Les Borgia qu'il y avait eu sur Canal+, à l'époque. On voyait que pareil, là... Du coup, sur la papauté, il y avait aussi plein de jeux de pouvoir et tout ça qui se faisait derrière. Et là, on est un peu dans ce genre-là. Sauf qu'en plus, là, il y a l'État aussi qui s'implique là-dedans et qui, eux, visent à avoir justement leur candidat qui va gagner pour être le représentant un peu justement religieux de tout le monde. Or, forcément, ça va pas dans les mêmes dogmes que justement, eux, ils veulent... au niveau religieux. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là, forcément il y a toute une question de contre-espionnage un peu, donc c'est vraiment très bien fait. On voit aussi que même là il y a encore aussi des radicaux et tout, donc franchement on voit un peu de tout, c'est très bien foutu. On voit qu'il y a des gens qui font des choses qu'il faut pas et tout, et que du coup le jeune gars qu'on suit depuis le début, qui lui va juste approfondir ce qu'il connaît de la religion et pouvoir ensuite partager ça avec tout le monde, il voit que c'est pas si simple et que finalement la religion elle se perd un peu dans ces jeux de pouvoir et que c'est plus ça qui est important et c'est plus justement le pouvoir, donc il va finalement peut-être se dire que c'est pas la bonne voie pour lui. En tout cas c'est très intéressant, très bien fait, et le message de fin est vraiment très fort, donc moi je vous incite à le voir en salle si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.